Bienvenue dans ce 3e volet de ma série de vidéos sur l'affaire Karen Read, cette femme accusée d'avoir assassiné l'officier de police John O'Keefe, son compagnon. Pour bien comprendre leur relation, ce qui est arrivé à John et pourquoi c'est Karen qui a été arrêtée pour ce crime, je vous recommande vivement d'avoir vu mes 2 premières vidéos sur cette affaire avant de regarder celle-ci. Elles sont toutes les 2 dans une playlist dédiée que je vous remets juste ici et dans la description. Dans la dernière vidéo, je vous ai raconté le contexte unique de ce procès et on a exploré ensemble les arguments de l'accusation pour qui, ça ne fait aucun doute, Karen Read est coupable de meurtre. Et il faut bien dire qu'effectivement, ils ont de très bons arguments pour eux. Mais attendez un petit peu de voir ce que la défense nous réserve, je pense que vous allez être choqués par la tournure qu'a pris ce procès. Parce que oui, Karen, elle nie fermement son implication dans le décès de John. Et pour faire entendre sa vérité face à ces accusations graves, elle a fait appel à Alan Jackson et son équipe. Or Alan Jackson, c'est pas n'importe qui. Oh non. Non, comme dirait Aya Nakamura, il est reconnu pour être un stratège redoutable et l'un des meilleurs avocats de la défense de tous les États-Unis. Il a commencé sa carrière en tant que procureur, donc en travaillant pour l'accusation, ce qui lui donne une compréhension toute particulière des méthodes de la partie adverse dont il sait parfaitement tirer avantage. Sa réputation, c'est celle d'être l'homme de la situation quand il s'agit de défendre des affaires apparemment impossibles à gagner. Il a l'habitude de représenter des stars dans le pétrin, comme par exemple Kevin Spacey, ou encore un certain Harvey Weinstein. Et Alan Jackson, il a gagné 96% des procès auxquels il a participé. Ça vous pose le personnage. Alors comment est-ce qu'un tel avocat s'est retrouvé à défendre Karen Read ? Eh bien, lui a tout simplement envoyé un mail comme le font beaucoup d'autres accusés. Alan Jackson a lu le dossier de preuve, il a regardé les photos d'autopsie que Karen avait pris soin de joindre, et ça lui a apparu comme une évidence. John O'Keefe n'a pas et ne peut pas avoir été percuté par une voiture. Alan Jackson le dit haut et fort, il le répète à qui veut l'entendre, jamais, dit-il, de toute sa carrière, il n'a été à ce point sûr de l'innocence d'un de ses clients. Bon, en même temps, quand tu défends Weinstein. Et il est bien déterminé aujourd'hui à nous prouver l'innocence de Karen Read. Alors installez-vous bien confortablement, pensez à vous abonner et à lâcher un petit pouce sur la vidéo pour me soutenir, et quand vous êtes prêts, reprenez votre place sur le banc des jurés et préparez-vous à juger. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdict? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Je vous le disais dans la vidéo de la semaine dernière, normalement dans un procès, il y a la phase de l'accusation, la défense va utiliser ce moment et ses contre-interrogatoires surtout pour démonter la thèse de l'accusation, et puis ensuite elle a son temps à elle pour apporter sa propre théorie. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici, comme vous vous en souvenez très certainement. La théorie de la défense ici, c'est que Karen Read, elle est victime d'un complot. Alors c'est pas un complot contre Karen directement à la base, c'est plus une tentative de dissimuler un meurtre pour se protéger, et bon il se trouve que Karen, elle fait une bonne coupable et ça tombe bien. Et qui est-ce qu'aurait cherché à se protéger à travers ce complot ? Eh bien, une grosse partie de la famille de Brian Albert, c'est-à-dire la quasi-intégralité des gens qui étaient présents dans la maison des Albert la nuit du 28 au 29 janvier 2022, date à laquelle John O'Keefe a perdu la vie, et vous vous souvenez qu'on a retrouvé son corps devant la maison de Brian Albert. Or, tous ces gens que la défense accuse, eh bien ce sont des témoins à la base de l'accusation, et donc Alan Jackson et son équipe, ils ont profité de la phase d'accusation pour vraiment dérouler leur théorie au maximum et expliquer aux jurés ce qui s'est vraiment passé, selon eux, cette nuit de janvier 2022. Vous avez hâte de connaître leur explication ? Eh ben la voici. Ce jour-là, le 28 janvier 2022, oui, Karen et John commencent la journée par une dispute. C'est vrai, mais ça arrive dans tous les couples de se disputer. C'est pas grave, et ça ne justifie pas un meurtre. Heureusement que tous les couples qui s'engueulent ne finissent pas par s'entretuer. John et Karen, ils ont toujours eu une relation qui était passionnée, vous vous souvenez, ils s'étaient connus jeunes, ils avaient vécu quelque chose, une petite relation entre eux dont on ne connaît pas vraiment la nature, mais c'était quelque chose d'assez physique, ça, on l'a bien compris. Ils s'étaient retrouvés et s'étaient, passionnés entre eux, et dans ce contexte,
Oui, des fois, ils se disputaient, oui, des fois, ils avaient des mots un petit peu plus forts que l'autre. Karen, c'est vrai, mais John aussi. En janvier 2022, et depuis quelques mois, c'est vrai, John et Karen traversaient une période un petit peu difficile dans leur couple, une période de doute, certes, comme encore une fois, ça arrive très souvent dans la plupart des couples, et ça ne veut absolument pas dire qu'ils étaient sur le point de se séparer, pas du tout. D'ailleurs, la preuve, c'est que le 28 au soir, que font John et Karen ? Eh bien, ils vont au bar, ils sortent ensemble rejoindre des amis. Si la situation était aussi dramatique que ce que prétend l'accusation, ils auraient pas passé la soirée ensemble. Ils ne vivaient pas ensemble, ils avaient chacun leur logement séparé. Ils étaient pas du tout obligés de se retrouver là. C'est bien que ça allait relativement bien quand même. Et puis on le voit sur les caméras de surveillance, on voit bien que c'est un couple qui est heureux de se retrouver. Ils se font des câlins, ils ont l'air amoureux, tout le monde l'a dit, toutes les personnes présentes ont dit que ça avait l'air d'aller très bien entre eux. Alors oui, on peut faire semblant, mais quand même que jusqu'à un certain point. Si vous êtes à deux doigts de quitter votre compagnon ou votre compagne, est-ce que vraiment vous pouvez prétendre à ce point-là devant vos amis, au point que les gens disent que vous aviez l'air particulièrement heureux et amoureux ? Après un premier bar, John et Karen se dirigent dans un second bar où ils retrouvent une grande partie de la famille Albert. Il y a, souvenez-vous, Brian Albert, sa femme Nicole, leur fille Caitlin, qui ont laissé leur maison à Brian Jr. qui fête son 23e anniversaire. Sont également présents au bar ce soir-là, comme vous vous en rappelez sûrement, l'un des frères de Brian Albert, Chris Albert et sa femme Julie, tandis que leur fils Colin participe à la fête d'anniversaire de son cousin Brian Jr. Il y a aussi dans ce bar la sœur de Nicole Albert, qui s'appelle Jennifer McCabe et qui est là avec son mari, Matthew McCabe. Les Albert, c'est surtout John qui les connaît, et c'est normal puisque John O'Keefe est officier de police au sein du Boston Police Department, exactement comme Brian Albert. Karen, elle, ce n'est que la deuxième fois qu'elle rencontre Brian Albert, et elle connaît pas ou peu les autres personnes présentes. La seule personne qu'elle connaît un petit peu plus que les autres, qui est un ami de la famille Albert, c'est Brian Higgins. Alors, quand au moment où le bar ferme, Brian Albert invite un peu tout le monde comme ça à la volée, eh bien, Karen n'est pas très sûre de si elle et John sont vraiment invités ou pas. D'ailleurs, c'est pas Brian Albert qui va inviter directement Karen et John, c'est sa belle-sœur, la sœur de sa femme, c'est Jennifer McCabe, qui invite John. C'est elle aussi qui lui envoie ensuite l'adresse des Albert par SMS. Et puis si Jennifer McCabe confirme à John en sortant du bar qu'il est bel et bien invité, personne, à aucun moment dans ce groupe, ne dit directement à Karen qu'elle est la bienvenue à cette soirée. Alors mettez-vous à la place de Karen. Ils arrivent devant cette maison, il est minuit passé, la plupart des invités sont des membres de la famille Albert ou des amis proches. En fait, il y a que John et surtout elle qui font un petit peu tâche dans tout cet univers, et elle est vraiment super mal à l'aise. Elle se pose évidemment beaucoup de questions. Est-ce qu'ils sont vraiment invités tous les deux ? Est-ce qu'il y a que John qui est le bienvenu ? Ou bien est-ce que peut-être on les a invités simplement par politesse parce que ils étaient là en se disant qu'ils allaient bien comprendre qu'ils n'étaient pas réellement les bienvenus au milieu de toute cette famille Albert et qu'ils étaient censés, par politesse à leur tour, décliner cette invitation. Karen à ce moment-là évidemment partage ses doutes avec son compagnon, mais John lui dit que c'est ok, tout va bien, Jennifer lui a dit qu'il était invité. Mais Karen, elle reste pas très à l'aise quand même face à tout ça, parce que son compagnon soit invité par ses amis à lui, ok, mais elle est toujours pas certaine qu'elle est la bienvenue si tard dans cette famille. Donc elle va demander à John s'il veut bien sortir de la voiture, se rendre à l'intérieur de la maison, checker avec la famille Albert, est-ce que vraiment on est bien invité, on n'est pas trop sûr, est-ce que Karen peut venir, etc. Et si effectivement tout est ok, si John et Karen sont bel et bien les bienvenus dans cette maison, eh bien il est convenu que soit John ressorte de la maison, lui fasse un petit signe, soit qu'il lui envoie un texto pour lui dire que tout est ok, et si à l'inverse il sent qu'il y a un petit moment de gêne, y a pas de souci, ils rentreront tranquillement chez eux, il n'y a pas de problème. John comprend la situation, il accepte et il sort de la voiture. Karen le voit monter les quelques marches du perron et attendre devant la porte. Ils viennent de passer la soirée avec des amis, donc pendant tout ce temps, évidemment, Karen a laissé son téléphone portable dans son sac, elle s'en est pas trop occupée, donc elle se dit, en attendant, je vais regarder mon téléphone, voir un petit peu mes messages, mes notifications, etc. Et c'est ce qu'elle fait. Au bout d'un moment, elle relève la tête, elle regarde vers la maison, elle voit que John n'est plus là et que la porte d'entrée est fermée, elle ne voit John absolument nulle part, donc elle en déduit qu'il est rentré dans la maison. Il faut bien comprendre, mesdames et messieurs les jurés, que ces mouvements de John O'Keefe sont confirmés par ces données numériques.
En effet, selon le téléphone portable de John O'Keefe, ou plus exactement selon son Apple Watch, il a marché environ 60 mètres puis a monté ou descendu l'équivalent de 3 étages dans les 10 minutes qui ont suivi l'arrivée de Karen et John devant la maison des Albert. Par ailleurs, quand on regarde les données GPS de son téléphone, on voit que à ce moment-là, John O'Keefe se situe à l'intérieur ou à très grande proximité de la maison des Albert. Alors c'est quand même intéressant parce que l'accusation essaye de nous faire croire que c'est une erreur, que les données numériques, elles ne sont pas fiables. Mais il n'y a rien qui nous prouve que c'est une erreur. C'est d'autant plus étonnant que c'est régulier que ce genre de données soit utilisé dans le cadre d'un procès, notamment par l'accusation. Et c'est parce que c'est, au contraire, censé être un élément de preuve ô combien fiable. D'ailleurs, excusez-moi, mais est-ce que l'accusation n'a pas elle-même utilisé les données numériques de la voiture de Karen Read pour appuyer sa propre théorie ? Donc non, l'accusation ne peut pas décider comme ça au petit bonheur la chance que les données qui l'arrangent sont fiables et que celles qui ne l'arrangent pas ne le sont pas. John O'Keefe a marché 60 mètres, puis il a monté ou descendu l'équivalent de 3 étages. Pendant que John est dans la maison, Karen attend tranquillement dans la voiture. Elle attend patiemment que John lui fasse signe, lui envoie un petit texto pour lui dire si elle peut le rejoindre ou pas. Mais John ne revient pas et n'envoie pas non plus de message. Karen essaye de l'appeler, sans succès, et après environ 25-30 minutes, à poireauter toute seule dans le froid, eh bien Karen, elle est saoulée. Elle est claquée, déjà, elle est hyper fatiguée, il est tard dans la nuit, il est presque 1h du matin à ce moment-là. John l'a clairement complètement zappé, il doit être à l'intérieur de la maison en train de faire la fête et il a oublié qu'elle était là, c'est ce qu'elle se dit en tout cas à ce moment-là. Déjà le matin même, il lui avait très mal parlé uniquement parce qu'il n'avait pas apprécié le petit déjeuner qu'elle avait préparé pour sa nièce, au lieu d'apprécier le fait qu'elle prépare un petit déjeuner pour sa nièce. C'est régulier qu'il la traite pas super bien et là ça fait trop pour la même journée. Et donc Karen se dit que là c'est la goutte d'eau, ça va bien 5 minutes, elle se casse, non sans prévenir John avant, elle lui envoie un texto pour lui dire qu'elle s'en va. Au départ, elle va lui dire qu'elle rentre chez elle et que donc les enfants vont être tout seuls chez lui et que ce serait bien qu'il tarde pas trop du coup pour aller s'occuper de son neveu et de sa nièce, même si en réalité c'est surtout sa nièce puisque son neveu, je vous le rappelle, n'était pas là ce soir-là et dormait chez un ami. Et puis finalement Karen, elle culpabilise, elle peut pas laisser la nièce de John toute seule. Certes, elle a à peu près 15 ou 16 ans à ce moment-là, mais quand même, c'est pas très sérieux de la laisser toute seule toute une nuit sans surveillance, donc Karen décide de rentrer chez John pour être l'adulte responsable de cette relation et ne pas laisser une jeune adolescente sans surveillance. Et c'est en chemin depuis sa voiture que Karen appelle John et lui laisse ces nombreux messages vocaux terribles que l'accusation vous a fait écouter, dans lesquels elle l'insulte, elle le traite d'incapable, de pervers, de loser. C'est vrai. Oui. On ne peut pas le nier, ce sont des messages violents. Mais j'aimerais s'il vous plaît, mesdames et messieurs les jurés, que vous vous mettiez 2 petites secondes à la place de cette femme. Cette femme qui a commencé sa journée en se faisant engueuler par son petit ami, parce que je le rappelle, il n'a pas aimé le petit-déj qu'elle a préparé, et qui l'a fini en poireautant toute seule dans sa voiture, dans le froid, devant la maison d'inconnus, parce que son mec l'a oublié. Alors oui, elle emploie des mots forts, c'est sûr, mais franchement on peut comprendre qu'elle soit énervée. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire qu'elle a eu raison de le faire, je n'excuse pas le comportement qu'elle a eu, les mots qu'elle a employés, la violence qu'elle envoie, c'est inadmissible. Je dis juste que, peut-être, dans ce contexte très particulier, on peut comprendre qu'elle ait employé des mots qui ont dépassé sa pensée, mais encore une fois, rien n'excuse la violence et comprendre n'est pas pardonner. Bon, mais en dehors de tout jugement moral sur le fond comme sur la forme de ces messages vocaux, réfléchissons quand même 2 petites secondes. Si Karen Read venait de tuer John O'Keefe, comme le prétend l'accusation, pourquoi est-ce qu'elle lui laisserait ces messages vocaux, en sachant 1. qu'il ne les aura jamais, et 2. qu'elle est en train de s'incriminer en faisant ça? Ce serait quand même pas super malin de faire un truc pareil. L'accusation est quand même en train de nous faire croire, mesdames et messieurs les jurés, que Karen Read a tout prévu, qu'elle a fait exprès de passer des appels, de laisser ses vocaux, etc., dans le but de s'innocenter. Alors, pardon, je pose la question, qui pourrait tuer son compagnon, puis penser à lui laisser des messages vocaux insultants, dans le seul but de se dire que comme ça, elle pourra dire qu'elle peut pas être coupable sinon elle aurait pas laissé ses vocaux? Mais attendez... Qui? Personne.
Absolument personne ne peut penser à faire ça, et encore moins quelqu'un qui serait dans l'état de rage et sous l'influence de l'alcool, comme le prétend l'accusation. Là, excusez-moi, mais c'est juste du bon sens, hein. Bon, mais revenons à Karen cette nuit de janvier 2022. Elle est donc maintenant rentrée chez John, elle s'est couchée, et puis elle se réveille et elle voit que John n'est absolument nulle part. Elle entre dans un état d'angoisse tellement intense qu'elle a laissé à John, tenez-vous bien, 53 appels en absence. Et là encore, quelqu'un qui a tout prévu et qui cherche à s'innocenter, elle a peut-être laissé quelques messages, mais pas 53. Ça montre bien l'état de panique extrême dans lequel se trouvait Karen Read, et ça a été dit, que ce soit par Kerry Roberts, Jennifer McCabe, ou les pompiers qui étaient présents devant la maison des Albert au moment où on a retrouvé le corps de John O'Keefe. Rappelez-vous les mots qu'ils ont employés. Ils ont dit qu'elle était en état de panique intense, hystérique, confuse, en état de choc. Karen Read, elle a clairement complètement déconnecté de la réalité en fait, au moment où elle a trouvé le corps de son compagnon. Je vais vous donner 2 exemples qui, je pense, vont vous éclairer et vous donner une petite idée de l'état dans lequel elle était. Par exemple, quand elle découvre le corps de John dans la neige, et malgré le froid et la tempête de neige qui a toujours lieu, Karen Read s'est déshabillée, c'est-à-dire qu'elle a commencé à se mettre en soutien-gorge, elle a déshabillé John et elle s'est blottie contre lui dans l'idée de le réchauffer, ce qui n'a aucun sens, on est bien d'accord. Et après avoir tenté de le réveiller, après lui avoir fait du bouche à bouche, après avoir pratiqué un massage cardiaque, eh bien elle s'est aperçue en se relevant qu'elle avait du sang sur les mains, le sang de John, évidemment vous vous en doutez, mais Karen, complètement hagard, a regardé ses mains et a demandé autour d'elle si elle avait ses règles et si c'était pour ça qu'elle avait du sang sur les mains. Donc ça vous montre bien l'état dans lequel Karen était, et ce n'est pas un état normal, je pense que voilà, vous vous en rendez bien compte. Et ça c'est un état qui ne se simule pas. Et c'est parce qu'elle était dans cet état-là qu'elle a demandé à plusieurs reprises et à plusieurs personnes « Est-ce que je l'ai frappé ? Est-ce que j'ai pu le heurter avec ma voiture ?» C'était une question. C'est ça qu'elle a dit, Karen Read. À aucun moment, elle n'a dit cette phrase à l'affirmative. Jamais elle a dit « je l'ai frappé ». Jamais. Encore une fois, Karen, à ce moment-là, elle est dans un état de panique intense. D'ailleurs, elle a passé le reste de la matinée aux urgences psy, ce qui montre bien qu'elle n'était pas dans son état normal. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi plusieurs témoins ont dit que Karen répétait qu'elle était responsable de la mort de John, qu'elle l'avait frappé avec sa voiture. Eh bien déjà, savez-vous ce qui est moins fiable qu'un témoignage dans une enquête policière ? Eh ben rien. Il y a rien. Rien n'est moins fiable que le cerveau humain. Plus le temps passe, en plus, plus notre cerveau tend à modifier nos souvenirs, c'est quelque chose qui est prouvé. On a même tendance à créer de faux souvenirs à partir d'éléments qu'on nous a racontés. Je rappelle qu'ici, on est quand même plus de 2 ans après les faits, et que la théorie de l'accusation, en réalité, elle se base quasiment exclusivement sur ces témoignages. Et puis intéressons-nous 2 petites minutes à qui sont ces témoins qui rapportent ces soi-disant propos de Karen Read. Bon, déjà, on a Jennifer McCabe. Jennifer McCabe, qui, vous allez le voir, est très certainement impliquée dans le décès tragique de John O'Keefe, ou au moins dans sa tentative de dissimulation. Et puis l'autre personne qui est dans les premières à rapporter ses propos, c'est la pompière, Katie McLaughlin. Alors laissez-moi vous dire 2 petites choses à propos de cette chère Katie. Première chose, Katie est une très bonne amie de Caitlin Albert, la fille de Brian et Nicole. Deuxième chose à savoir à propos de Katie McLaughlin, c'est qu'au départ, c'est pas du tout ce qu'elle a dit. Au départ, dans les premiers rapports, on voit que Katie McLaughlin a dit que Karen avait effectivement posé la question, qu'elle répétait « Est-ce que j'ai pu le heurter avec ma voiture ?» et pas du tout « Je l'ai frappé ». Donc son témoignage a quand même bien changé en 2 ans à Katie. So there are 2 people that will write reports in my department on a call. One being the lead paramedic and the other being the officer who's on scene. So those are the people that write reports, and I was neither of those, so I did not write that in a report. Okay. That's correct. So let me ask the question again. You didn't write it in any report? No. You didn't write it in any notes? No. You didn't document that statement in any way whatsoever, correct? Other than my interview with Proctor and my subsequent testimony. You didn't document that statement in any way yourself, did you? No. Your story has evolved. It's changed. Would I agree with that? No. I don't know that I agree with that. You think the story that you told Trooper Proctor is exactly the same? I understand what you're saying. So I understand what you're saying. So has your story evolved? Okay, yes. Okay.
Et ça, mesdames et messieurs les jurés, eh bien ça montre bien que les souvenirs, ça évolue et qu'on ne peut pas faire confiance à ces témoins. D'ailleurs, une autre preuve de ça, c'est qu'un des pompiers qui était présent devant la maison des Albert quand on a retrouvé le corps de John O'Keefe avait initialement décrit John comme portant un manteau, alors que c'est faux, il n'en portait pas. D'ailleurs, tiens, où est-ce qu'il est, ce manteau ? C'est quand même étonnant que John O'Keefe n'ait pas eu de manteau vu le froid qu'il faisait, et ça laisse quand même supposer que peut-être il l'aurait retiré en rentrant dans cette maison. Autre chose à dire sur ces témoins et qui montre bien, là encore, que les pseudo-confessions de Karen Reed ne sont tout simplement pas vraies, eh bien, c'est le témoignage d'Anthony Flemati que vous avez entendu, un des pompiers qui était présent sur place lui aussi le matin du 29 janvier. Il a affirmé à l'accusation qu'il avait également entendu Karen dire qu'elle avait frappé John, vous l'avez entendu, mais pourtant, dans son rapport initial, Anthony Flemati n'avait absolument pas évoqué ça. You wrote a report as well, correct? Yes. We've talked a little bit about that report. There's an area in the report for a narrative. Yes. About your observations, your experiences with this patient, correct? Correct. Your job as a lead paramedic is to be as detailed as possible, correct? Correct. You want to provide and impart the most detail you possibly can about an incident to assist in medical intervention, correct? Correct. Take a look at page 3 of 5 of your report. Yes. You see that narrative area? I do. Can you point to that portion of your report where you indicate that my client said the words, "I hit him"? It doesn't say that. Can you point to your report, the portion of your report where you indicate that you told the doctors and nurses that she said, "I hit him"? Doesn't say that. Can you point to that portion of your report where you indicate that your concern for the patient was that he had been hit by a car? Doesn't say that. You indicated on direct examination that you were, quote unquote, looking for anything that we could pass on to the emergency room that would assist. Yes. Do you believe that that would have been an important piece of information to pass on to the emergency room assistants? It would have been important, yes. And it's nowhere in your reports, correct? It's not in the reports, no. Donc vous voyez bien, en fait, au départ, il n'y a personne dans les secours qui rapporte les paroles de Karen en disant « Oui, elle a bien dit, je l'ai frappé ». Pas du tout. Soit ils n'en parlent pas, ce qui laisse supposer qu'ils l'ont pas entendu, soit quand ils en parlent, ils disent que elle posait la question, et non pas qu'elle l'affirmait. En réalité d'ailleurs, les secours ne se sont mis à parler de ça et à changer leur version que quand la police les a interrogés bien plus tard, spécifiquement sur ce sujet-là. Et la police les a interrogés là-dessus suite au témoignage de qui à votre avis ? Jennifer McCabe. D'ailleurs, il y avait une autre femme qui était présente cette nuit-là, c'est Kerry Roberts. Et le témoignage de Kerry, eh bien, il va à l'encontre de celui de Jennifer. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Kerry Roberts ? Eh bien, ce qu'elle nous raconte, c'est qu'en réalité, Karen n'a pas du tout mentionné son phare cassé au moment où elles sont en voiture entre chez Jennifer et chez John. Non, ça c'est ce que prétend Jennifer. Kerry dit que c'est faux. Elle dit que c'est en arrivant devant chez John, vous vous souvenez, elles reviennent toutes les trois chez John au départ pour voir si peut-être il est pas rentré entre-temps ou s'il est pas évanoui quelque part dans l'appartement. Elles arrivent devant chez John, elles sortent de la voiture et c'est à ce moment-là que tout à coup, nous dit Kerry, Karen réalise que son phare arrière est cassé et elle ne comprend pas pourquoi. Et c'est là que pour la première fois, Karen, qui essaye de donner du sens à ce phare cassé, à l'absence de son compagnon, tout ça dans son état de panique intense, va lier les deux et poser la question à Kerry en lui disant « Est-ce que j'ai pu le frapper ? Est-ce que c'est pour ça que mon phare est cassé et que John n'est pas là ?» « Bien sûr que non », lui répond Kerry Roberts. Est-ce que vous vous souvenez que les témoins de l'accusation qui vous ont dit que Karen répétait « Je l'ai frappé, je l'ai frappé, je l'ai frappé », elle le faisait en criant, qu'elle hurlait quand elle disait ça. Vous vous rappelez, n'est-ce pas ? Bon, mais si elle l'a dit si fort que ça, si elle hurlait, si elle l'a répété tant de fois que ça, alors pourquoi est-ce que Kerry Roberts, elle l'a jamais entendu dire ça? Karen did point it out at one point in the driveway. She said, "My taillight, look at my taillight." And I looked at it and I said, "You told me you don't remember anything from last night." She said, do you think I hit him? Do you think I hit him? And I said, "No, I don't think you hit him. I think you probably hit something, but let's just go in the house and look for him."
as she was running around, what, if anything else, was she doing or saying while she was running around? Did I hit him? Did I hit him? Is he dead? Is he dead? Is that something that she said once or more than once? More than once. Bon, maintenant qu'on a vu que ces témoignages ne tiennent pas la route et qu'il est clair, je pense, pour tout le monde que Karen Reed est innocente, qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Qu'est-il vraiment arrivé à John O'Keefe? Eh bien, rembobinons un petit peu si vous le voulez bien, revenons à cette nuit du 28 au 29 janvier 2022, revenons plus précisément à ce moment dans la voiture de Karen et John, ce moment où Karen demande à son compagnon de sortir et de se rendre dans la maison pour vérifier auprès des Albert si oui ou non ils sont bien invités. Je vous l'ai dit, John accepte, il rentre dans la maison, on a des preuves de ça, et là, quelqu'un parmi les personnes présentes le conduit, sous un prétexte quelconque j'imagine, à la cave de la maison. John, en confiance, suit cette personne, mais dans cette cave, John O'Keefe va être battu, frappé au visage à de multiples reprises, ce qui explique toutes ses blessures, ça explique son nez qui saignait, ça explique ses 2 yeux au beurre noir, ainsi que les lacérations qu'il avait sur le visage. Il va aussi être frappé au niveau du crâne par un objet contendant, une théorie qui est d'ailleurs confirmée comme étant cohérente par le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie. Alors certes, elle dit que la blessure au niveau du crâne de John, elle est cohérente avec le fait qu'il soit tombé, qu'il ait touché le sol en étant percuté par une voiture, mais elle est formelle, cette blessure est tout autant compatible avec le fait d'avoir été frappé par un objet contendant. Et là, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi ce passage à tabac? Pourquoi ces personnes, bien sous tout rapport, frapperaient un de leurs amis comme ça? Bon, déjà, permettez-moi de rappeler que ce n'est pas à la défense de répondre à ces questions, c'est à l'accusation, c'est à la police, mais écoutez, puisque personne n'a fait son travail dans cette histoire, on va quand même vous donner non pas une, mais 2 possibilités. 2 possibilités qui, soit dit en passant, n'ont jamais été explorées par la police. La première raison possible, la première personne qui a pu tabasser John, qui avait une raison de le faire, c'est Colin Albert, le neveu de Brian Albert. Parce que oui, ce qu'a oublié de vous dire l'accusation, c'est que Colin Albert, il a eu des comportements violents par le passé, que c'était un ado à problème, qui avait déjà eu affaire à la police, et John n'appréciait pas du tout ce jeune garçon, parce qu'il entraînait les jeunes du coin sur la mauvaise pente, et John, je vous le rappelle, des ados, il en a 2 à la maison. Alors, peut-être, c'est l'hypothèse que nous posons, peut-être qu'en entrant dans cette maison, John a croisé Colin Albert. Peut-être que, sous le coup de l'alcool, John a fait une réflexion à Colin, et que Colin, lui-même alcoolisé, l'a mal pris, aurait ensuite entraîné John à la cave avant de le tabasser. Ce serait allé trop loin, John était dans un sale état, il était inconscient, il avait déjà perdu beaucoup de sang, il était peut-être même dans une sorte de coma à ce moment-là, et d'autres membres de la famille, probablement Brian et Nicole Albert, peut-être même Jennifer McCabe et son mari, dans la panique et pour protéger Colin, auraient alors transporté John dehors pour le laisser mourir de froid et éviter d'avoir des problèmes. Sur quoi elle s'appuie cette théorie ? Regardez un petit peu cette photo de Colin Albert, prise seulement quelques semaines après le décès de John. Regardez bien ses mains. Vous voyez ces blessures, comme si c'était battu récemment? C'est suspect, non? Et c'est d'autant plus suspect que Colin nous a dit qu'il s'était fait ça en tapant dans un sac de boxe, sauf que bizarrement, il prend pas de cours de boxe et il est inscrit dans aucune salle. Autre élément troublant, Colin Albert à la base n'a pas été cité par les autres témoins comme faisant partie des invités ce soir-là dans la maison. Bon, c'est quand même un tout petit peu étonnant qu'on l'ait oublié, étant donné qu'il fait partie de la famille, et que c'est quand même son cousin germain qui fêtait son anniversaire. Mais le résultat de cet oubli, c'est quoi? C'est que le temps que la police s'aperçoive que Colin Albert était présent dans la maison ce soir-là, il n'a été interrogé du coup qu'en été 2023, soit 1 an et demi après le décès de John. Alors vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, c'était plus possible de faire des prélèvements ni sur lui ni sur ses vêtements, et puis ça faisait bien longtemps qu'il avait pu réfléchir avec ses proches, dont je le rappelle, une bonne partie sont des policiers, à une histoire qui soit crédible. Autre possibilité, autre coupable, Brian Higgins. Est-ce que peut-être c'est en réalité lui qui a initié le passage à tabac de John par jalousie amoureuse? Parce que vous avez vu les textos entre Brian et Karen. Oui, ils flirtaient, mais en réalité, Karen, elle avait pas l'intention de quitter son petit ami. Je vous l'ai dit, John et Karen, ils traversaient une période difficile, ils traversaient une période de doute, et oui, dans ce contexte, Karen, elle s'est momentanément laissée séduire par Brian Higgins, c'est vrai, mais c'était pas sérieux pour elle. Lui, au contraire, vous l'avez vu dans les textos, qu'est-ce qu'il dit? Il a eu le coup de foudre pour Karen, il le dit, elle lui a plu dès la première fois qu'il l'a vue.
Alors peut-être que poussé par une consommation d'alcool excessive, Brian Higgins a emmené John à la cave sous un faux prétexte et l'a tabassé. Et là encore, c'est allé trop loin, et tout le monde a décidé de protéger Higgins en transportant le corps de John dans le jardin. La suite serait la même, peu importe qui est la personne qui a tabassé John, mais vous voyez que dans cette maison, il y avait au moins 2 personnes qui avaient des raisons de s'en prendre à John. Quant aux autres personnes présentes dans cette maison cette nuit-là, je vous le rappelle, il y a plusieurs policiers, dont Brian Albert, le propriétaire de la maison. Donc ils avaient les moyens de dissimuler le meurtre, et pas seulement les moyens techniques, ils avaient aussi les moyens intellectuels, ils savaient quoi faire pour éviter qu'on remonte jusqu'à eux. Alors oui, vous allez peut-être me dire que Colin Albert, il était plus dans la maison quand John y est arrivé, mais en fait, il n'y a aucune preuve de ça. Tout ça, c'est basé uniquement sur quoi ? Sur les témoignages de sa famille, sur les témoignages de ses parents et de sa cousine par alliance. Est-ce qu'on peut croire ça ? Permettez-moi d'avoir des doutes. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a eu une volonté de dissimuler ce meurtre, de protéger la personne qui l'avait commis, quelle qu'elle soit, et cette dissimulation, on en a un certain nombre de preuves. Déjà, je me permets de vous rappeler que Jennifer McCabe, elle a fait une recherche Google à 2h27 du matin pour savoir combien de temps ça prend de mourir dans le froid. L'accusation prétend maintenant que c'est pas vrai, la recherche aurait été faite à plus de 6h du matin, ce serait en fait le navigateur qu'elle aurait ouvert à 2h27. Comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle aurait pris son téléphone, ouvert son navigateur, qu'elle l'aurait posé son téléphone et qu'elle l'aurait repris comme ça et qu'elle aurait fait la recherche après. Soi-disant à la demande de Karen. Déjà, c'est pas très cohérent toute cette histoire. Pourquoi est-ce que Karen aurait demandé à Jennifer de faire cette recherche alors qu'elles avaient déjà retrouvé John ? Je vous le rappelle, Jennifer McCabe est finalement la seule personne qui dit que Karen a répété en boucle « je l'ai frappé, je l'ai frappé, je l'ai frappé ». On l'a vu, Jennifer, elle a menti là-dessus, c'est complètement faux cette histoire, il n'y a qu'elle qui dit ça. Or Jennifer, rappelons-le, sa sœur n'est autre que Nicole Albert, la femme de Brian. C'est donc dans la maison de sa sœur que John O'Keefe a été violemment tabassé, donc c'est pas étonnant qu'elle ait participé à couvrir ce meurtre. Jennifer qui vous a dit, rappelez-vous, que John n'avait jamais répondu à ses appels. Bien c'est faux. On le voit sur ses relevés téléphoniques. À minuit 29, elle a appelé John et cet appel a duré 8 secondes. Jennifer a ensuite appelé John à 7 reprises, entre minuit 41 et minuit 50 du matin, alors qu'à ce moment-là, la voiture de Karen n'est plus devant la maison. Des appels qui, bizarrement, ont été supprimés de l'historique téléphonique de Jennifer McCabe. Et quand on lui pose la question de pourquoi elle a passé ses appels à John O'Keefe, eh bien Jennifer McCabe ne s'en souvient pas, elle dit qu'elle n'a aucun souvenir d'avoir passé ses appels et que c'est probablement une erreur, vous savez en anglais ils appellent ça des butt dial, c'est littéralement un appel des fesses. C'est le fait de mettre son téléphone dans sa poche et du coup ça appelle par erreur quelqu'un. Eh bien elle dit que c'est ça qui s'est passé, elle a certainement mis son téléphone dans sa poche et des appels se sont déclenchés tout seuls, à 7 reprises, en appelant John. You claimed that every one of these calls was a butt dial. Is that right? Yes. So according to you, you literally butt dialed John O'Keefe's phone 6 times in the span of 19 minutes. Is that right? I don't remember making any of those calls, so my assumption is I put my phone in my back pocket. And that was it. When you dial someone by mistake, you hit a button, set your phone down, the phone has to be open, you'll agree with that, right? Correct. So when you hit the button by mistake, what happens with the call? I assume it goes to voicemail. It's a good assumption, because that's exactly what it does, isn't it? You've had a phone for a lot of years, right? Yes. It rings and rings and rings until it goes to voicemail. Correct. So in order to hang up that butt dial, you have to interact with that phone yet again, don't you? Yes. So if you had 6 butt dials, I think it's 7 butt dials, you'd not only have to interact with the phone once to butt dial John, you'd then have to interact with it every single time to turn off that phone ringer so it doesn't go to voicemail, wouldn't you? I suppose. Which makes 14 interfaces with that phone over the course of 19 minutes. Is that right? I mean, I guess I don't have it all right in front of me, but there were also text messages I was sending, so
again, maybe I said, oh shoot, I called him, and then I turned it off. But your claim is you don't remember those incessant butt dials and those incessant hang-ups at all, correct? I honestly don't. Est-ce que le fond de l'histoire de ces appels, ce serait pas plutôt qu'à ce moment-là, John était déjà inconscient dans la cave, que tout le monde s'activait pour trouver une façon de couvrir la personne qui avait commis cet acte, et que Jennifer, pour aider, cherchait, elle, désespérément le téléphone de John O'Keefe en le faisant sonner pour le retrouver et donc s'assurer que le téléphone de John ne serait pas retrouvé à l'intérieur de la maison. Cette histoire d'appel par erreur, c'est quand même un petit peu étrange. C'est vrai que ça arrive d'appeler les gens par erreur, mais 7 fois en 9 minutes, c'est quand même un petit peu étonnant. Et puis il y a autre chose qui est très étonnant, c'est que Jennifer n'est pas la seule à avoir passé des appels par inadvertance cette nuit-là. Très étrange. Parce que figurez-vous qu'à 2h22 du matin, Brian Albert a passé un appel à Brian Higgins. Et lui aussi, il dit que c'est une erreur, un butt dial. Did you speak to Brian Higgins at any point between 1:45 a.m. and 6:30 a.m. that night? No. You say you inadvertently called him at 2:22 in the morning. Yes. How did you inadvertently call him? Well, I don't know because it was inadvertent. So I have to explain that. Well, it's kind of like a butt dial. 17 secondes plus tard, c'est Brian Higgins qui rappelle Brian Albert, un appel qui dure 22 secondes, mais écoutez, apparemment, là aussi, c'est un appel en butt dial, une erreur, un appel par inadvertance. When you were asked about this, and you were shown these records at prior hearing, you had an explanation for what that 22-second call may have been, and what the prior call may have been, correct? Yes. What was your explanation? Well, I used a phrase that people commonly used as a butt dial. So you think it's possible that you may have butt dialed Brian Albert for a 22-second call that you're not aware of? I think it's possible that he could have been inadvertently called back, but I have no recollection of that, nor did I have any conversation with anybody. Et cet appel-là de Brian Higgins à Brian Albert, il est d'autant plus étonnant que, au tout début de cette affaire, Brian Higgins avait dit qu'il avait volontairement rappelé Brian Albert, mais simplement qu'il n'avait pas eu de conversation. Mais entre-temps, c'est devenu un appel par inadvertance. Décidément, que d'appels par erreur au sein de cette famille pendant la nuit du 28 au 29 janvier 2022. Et tout ça, c'est d'autant plus suspect que, quand le corps de John O'Keefe est retrouvé devant chez lui à 6h du matin, à votre avis, quelle est la première personne que prévient Brian Albert? Exactement, c'est Brian Higgins. Ah là là, ce bon Brian Higgins, qui s'est débarrassé de son téléphone un jour seulement avant de recevoir une ordonnance du tribunal qui lui demandait de conserver son téléphone pour les besoins de l'enquête. C'est quand même bizarre comme coïncidence. Brian Higgins qui a changé de numéro de téléphone, soi-disant dans le cadre de son travail de policier. Brian Higgins qui a jeté son ancien téléphone, ni plus ni moins, mais qui a aussi, au passage, détruit sa carte SIM. And on September 29th, the day before you claim you got that notice, you changed phone carriers and changed phone numbers. And I maintained the phone. Until you didn't. When you destroyed it a month later by pulling the SIM card out and throwing it away, correct? Objection. Sustained. Did you do that in October? Did you destroy that phone? Objection. Sustained. Did you pull the SIM card out of your phone, Mr. Higgins? Did you? It's possible that I did. I believe that's how I've testified, yes. Autre preuve de cette conspiration et de l'implication des Albert, ce sont ces griffures au niveau du bras de John. Un élément que, je rappelle, l'accusation a balayé comme ça en 2 secondes et demie, alors que c'est un élément extrêmement important. John ne peut pas avoir été blessé en même temps à la tête et au bras s'il a été percuté par une voiture. Ça ne tient pas. Soit le véhicule a touché son bras, soit il a touché son visage, mais pas les deux. Et écoutez, notre experte à nous, elle est formelle sur ces griffures. Elles sont compatibles avec des griffes de chien. Et vous savez qui est-ce qui a un chien? Un berger allemand qui a déjà attaqué des gens? Brian et Nicole Albert. Donc pour nous, c'est une évidence, à un moment donné,
dans toute cette opération de dissimulation, le chien des Albert est venu et a attaqué John, à ce moment-là inconscient. Bon, la photo du bras de John, c'est un élément qui est assez central dans ce procès. Moi, normalement, je ne suis pas du tout pour partager des photos, ni des scènes de crime, ni des autopsies. Mais dans ce cas précis, honnêtement, ça me paraît difficile de pas le faire, parce que je vois pas comment vous pouvez vous faire un avis sur ces blessures, savoir si c'est cohérent avec des griffures de chien, ou si ça peut avoir été provoqué par une voiture, si vous n'avez pas vu ces fameuses blessures. On voit vraiment que le bras de John sur cette photo, mais ça reste quand même une photo de cadavre, donc évidemment ça peut être choquant. Donc si vous voulez pas voir cette photo, je vais vous inviter à fermer les yeux et vous pourrez les rouvrir dès que vous m'entendez recommencer à parler. Donc fermez les yeux dès maintenant si vous voulez pas voir cette photo, et pour les autres, eh bien voici ces fameuses griffures. L'accusation nous a dit qu'ils avaient fait des prélèvements sur ces blessures et qu'il n'y avait pas d'ADN canin. Mais nous, on a demandé à pouvoir faire nos propres prélèvements, à pouvoir faire nos propres analyses, et on n'a jamais eu de retour à ce sujet. Donc on ne peut pas croire sur parole l'accusation. Il y a autre chose qu'on a fait du coup, c'est que on a demandé à pouvoir faire des prélèvements sur le chien des Albert pour pouvoir comparer ses griffes aux blessures de John et savoir si ça pouvait être bien ce chien qui avait attaqué John. Et alors figurez-vous, et vous allez être étonnés je pense, que les Albert nous ont répondu à ce moment-là que leur chien, le chien qu'ils avaient depuis des années, leur chien de la famille, ils l'avaient donné et que leur chien vivait désormais ailleurs, carrément dans un autre état. Pourquoi se débarrasser de leur chien s'il a rien à voir avec cette histoire? Il n'y a pas que de leur chien que les Albert ont cherché à se débarrasser, puisque quelques mois seulement après le décès de John, ils ont aussi mis leur maison en vente, alors qu'ils y vivaient depuis de très nombreuses années, et puis surtout que c'est une maison familiale qui a été construite par les parents de Brian Albert. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Étonnante cette envie soudaine de déménager. Peut-être que vous vous dites que si John a été tabassé dans la cave de la maison, il devrait y avoir du sang de John dans la cave, n'est-ce pas? Mais ça, on ne le sait pas parce que la police n'a jamais analysé la cave. Ils sont rentrés dans la maison, mais pas dans la cave. De toute façon, je vous rappelle que Karen Reed a été arrêtée seulement 3 jours après le décès de John, donc vous vous doutez bien qu'ils n'ont étudié absolument aucune autre piste. Ils ont tout de suite soupçonné Karen, et ils l'ont arrêtée en se basant sur quoi? Le témoignage de Jennifer McCabe, et on l'a vu, elle est pas du tout crédible. Sur le verre cassé retrouvé à côté de John, verre qui a clairement été posé là, en même temps que le corps de John. Je vous rappelle que les gens qui ont fomenté tout ça sont en partie des policiers, donc ils ont tout à fait eu l'idée, évidemment, de remettre le verre avec John à côté de son corps. Et sur un troisième élément, cet élément, ce sont bien sûr les morceaux de phare de la voiture de Karen qui ont été retrouvés sous le corps de John O'Keefe. Eh bien, parlons-en de ces morceaux de phare. Vous vous en souvenez très certainement parce que je vous l'ai beaucoup répété, John O'Keefe faisait partie donc de la Boston PD, Brian Albert aussi, et donc l'enquête pour éviter tout problème normalement aurait dû être confiée à la police de Canton. Problème, qui est-ce qui bosse à la police de Canton? Un des frères de Brian Albert. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a confié l'enquête à la police d'État, la police du Massachusetts. Je pense qu'on est tous d'accord du coup pour dire que vraiment, tout le monde s'est donné beaucoup de mal pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts dans cette affaire, n'est-ce pas? Alors comment ça se fait que l'enquête elle ait atterri entre les mains de Michael Proctor, qui même s'il prétend le contraire, est un ami de Brian Albert et dont la sœur est une très bonne amie de Julie Albert, la mère de Colin Albert. How long have you known Michael Proctor? Since I was a little kid. And you've known him well enough to know, I don't want you to tell me or tell the jurors, but you know where he lives. Yeah. You consider the Proctor family close to your family? Yeah. Au départ, quand la police analyse la scène de crime, ils n'ont pas retrouvé de morceaux de phare sous le corps de John O'Keefe. Non, ces morceaux de phare ont été retrouvés plusieurs jours après, et puis surtout, ils ont été retrouvés après que la police ait saisi la voiture de Karen. Mais ça, c'est un élément sur lequel Michael Proctor, au départ, a menti dans son rapport. Il a changé les dates au fur et à mesure pour dire au début qu'ils avaient retrouvé les morceaux de phare tout de suite sous le corps de John, et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas vrai.
Je vous l'ai dit, ce complot, c'est pas tant un complot que plutôt une tentative de dissimulation, puisque John O'Keefe a été tabassé presque à mort dans cette maison, on n'était pas sûr qu'il survive à ses blessures, donc tout le monde s'est mis d'accord, on a transporté son corps dehors. Voilà, on a fait une scène de crime qui était parfaite, qui permettait de se dédouaner complètement. On aurait pu dire que John O'Keefe avait simplement glissé pour expliquer son décès, mais bon, s'il y avait un coupable, c'était mieux, non ? Par chance, Karen, en reculant dans le véhicule de son compagnon devant chez lui, elle a cassé son phare arrière. Dans la panique, elle a fait un lien qui n'existait pas entre ce phare et l'état de John et elle a commencé à répéter en boucle « Est-ce que j'ai pu le percuter ?» Merveilleux. Une coupable parfaite qui tombe du ciel. Tout ce qui restait à faire, c'était de placer des éléments pour incriminer Karen et être sûr que ce soit elle qui serait arrêtée avec de bonnes raisons. C'est donc ce qu'a fait Michael Proctor pour amitié pour la famille Albert. Il a récupéré les morceaux de phare cassés et il les a placés là où le corps de John avait été retrouvé. Et puis pour être sûr que ça tienne bien la route et qu'on arrête bien Karen et qu'on ait des bonnes raisons de le faire, il a aussi prélevé un cheveu sur le corps de John et il est allé le coller à côté du phare de la voiture de Karen. Sauf que Michael Proctor avait oublié un petit détail. Vous vous souvenez que cette nuit-là, en plus de la tempête de neige historique qui s'abat sur la région, il y a eu des rafales de vent, des rafales qui allaient jusqu'à 120 km/h. Jamais quelque chose d'aussi fin qu'un cheveu aurait pu rester collé comme ça à la carrosserie d'une voiture dans ces conditions, c'est tout simplement impossible. Et puis il faut dire que Michael Proctor, ça lui a vraiment posé aucun problème de faire arrêter injustement Karen, mais alors absolument aucun. Pourquoi ? Mais parce qu'il est loin, très très loin, d'être impartial. Soyez bien concentrés pour ce qui arrive, parce que si vous pensiez que jusqu'ici que cette histoire elle était complètement folle, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Mais d'abord, une petite page de pub. On a demandé à avoir accès aux communications de Michael Proctor, à ses SMS, à ses mails, avec ses collègues entre autres. Pourquoi on a demandé ça ? Au départ, c'était pour voir si on pouvait pas trouver des éléments qui allaient dans le sens de la dissimulation, dans le sens du complot. On se doutait bien que, étant donné que ce sont essentiellement des policiers qui sont impliqués, on ne trouverait probablement pas grand-chose, voire rien du tout. Mais bon, on pouvait négliger aucune preuve, on ne pouvait négliger aucune piste possible. Alors c'est vrai, on n'a pas trouvé ce qu'on était venu chercher initialement dans les messages de Michael Proctor, mais ce qu'on y a trouvé à la place est extrêmement choquant. Vous voulez savoir ce qu'on a trouvé ? Bah écoutez, je vous propose qu'on lui fasse lire ces messages à Michael Proctor. Il va vous dire, lui, ce qu'on a trouvé. Yep, so these came from me. From all accounts, he didn't do anything wrong. She's a whack job. C-U-N-T. Objection. So don't spell it. You have to. So these are your words, Trooper Proctor? Yes, Your Honor. Go ahead and say them. Cunt. Yes, she's a babe. Weird Fall River accent, though. Though. No ass. Oh, fuck her, bitch. Okay, see, these came from me. Funny, I'm going through his retarded client's phone. No nude so far. I hate that man. I truly hate him. You responded to a text message from your sister, correct? And your response was, hopefully, she kills herself, correct? Yes. Who's she? The defendant. Miss Reed? Correct. You literally said that you hoped that Karen Reed, the subject of your investigation, the woman sitting to my left, about 7 feet from me, that she would just die, correct? The figure of speech. You wanted her to, the figure of speech is you wanted her to kill herself. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez que c'est une façon de parler d'une suspecte ? Et plus largement, est-ce que c'est une façon de parler d'une femme ? De parler d'une autre personne ? Et c'est avec ses pensées en tête, avec ces mots qu'il vous a lus, qu'il a conduit son enquête. Alors vous voyez, les soi-disant preuves matérielles de l'accusation, eh bien elles n'en sont pas. Les témoignages, ils ont été modifiés parfois plusieurs fois au cours de l'enquête, et initialement, à part Jennifer McCabe, personne ne disait avoir entendu Karen affirmer qu'elle avait percuté John. Je me permets de rappeler aussi que de nombreux invités sont arrivés ou repartis de cette maison entre minuit 30 et 2h du matin, et personne
n'a vu le corps de John devant cette maison. Et c'est normal puisque John O'Keefe n'a pas été percuté par Karen Reed. Et si personne n'a vu son corps devant cette maison, c'est tout simplement parce qu'il n'y était pas encore. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Les deux parties ont fait référence au rasoir d'Occam, ce principe qui dit grosso modo que l'explication la plus simple c'est généralement la bonne. Pour la défense, l'explication la plus simple, c'est que John a été tué par un membre de la famille Albert, ou en tout cas mis dans un sale état par un de ses membres, et que les autres ont fait le nécessaire pour le protéger. Pour l'accusation en revanche, la théorie la plus simple, c'est que dans un élan de rage et poussé par sa consommation excessive d'alcool, Karen a délibérément foncé sur son compagnon avant de rentrer chez elle en le laissant là. Alors, qui a raison selon vous ? Qui est-ce qui vous a convaincu ? Partagez-moi votre verdict dans les commentaires si vous voulez bien, et puis on se retrouve juste après pour le verdict. C'est le 25 juin 2024, soit le 31e jour de ce procès si particulier, que les jurés ont débuté leur délibération. Le 28 juin, ils ont informé la juge de leur incapacité à se mettre d'accord. Car vous le savez, dans un procès criminel aux États-Unis, il est impératif que les jurés aient un avis unanime pour rendre un verdict. Mais étant donné la quantité de preuves à analyser, la juge Beverly Cannon, elle a décidé de leur accorder un petit délai de réflexion supplémentaire et elle leur a demandé de bien vouloir reprendre les délibérations, ce qu'ils ont fait. Et c'est finalement le 1er juillet 2024 que le verdict a été rendu. Despite our rigorous efforts, we continue to find ourselves at an impasse. To continue to deliberate would be futile and only serve to force us to compromise these deeply held beliefs. I'm not going to do that to you folks. Your service is complete. I'm declaring a mistrial in this case. Les jurés n'ont pas réussi à se mettre d'accord, on considère dans ces cas-là que ni l'accusation ni la défense n'ont fait un assez bon travail, et le procès est donc annulé. Alors l'accusation a dit tout de suite qu'ils poursuivraient à nouveau Karen, c'est ce qu'ils ont fait tout de suite, et après avoir été repoussé à plusieurs reprises, il est aujourd'hui prévu que le second procès de Karen Reed démarre le 1er avril 2025, en théorie en tout cas, parce que ça a déjà été modifié, et ça peut encore l'être, donc affaire à suivre. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant suivant ce qui se passe dans ce second procès. Soit je ferai une vidéo complémentaire si c'est assez intéressant, s'il y a matière, ou si c'est globalement le même procès, peut-être que je vous partagerai simplement le verdict dans la description. Allez voir de temps en temps si vous voulez avoir des nouvelles. En tout cas, suite à ce procès, Michael Proctor, il a été suspendu. Il doit passer devant le tribunal disciplinaire pour faute professionnelle le 15 janvier 2025, donc dans une grosse semaine au moment où je filme cette vidéo. Et bien sûr, ça a eu un impact sur les autres affaires qu'il a traitées, puisque comme c'est à peu près toujours le cas dans des histoires comme ça, évidemment, toutes les personnes qu'il a envoyées en prison remettent maintenant en cause son intégrité et demandent à ce que leur cas soit réétudié et que peut-être on les fasse sortir de prison. Ce move-là qu'a fait la défense de demander les communications de l'officier de police, c'est pas quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qui s'est déjà produit par le passé, en général parce que l'accusé est racisé et qu'il y a une suspicion de biais raciste chez le policier qui est en charge de l'enquête. Mais faire cette demande comme ça, dans ce cadre-là, et quand on voit en plus ce qu'on y a trouvé, ça par contre c'est inédit, et ça aussi c'est un point qui fait que ce procès est devenu historique, parce que, comme on peut s'en douter, il y a beaucoup d'avocats de la défense aux États-Unis qui depuis se sont mis à faire des demandes similaires pour voir de quelle façon les policiers qui sont en charge d'une enquête parlent de leurs clients et voir s'il n'y a pas un biais qu'ils peuvent utiliser pour bâtir leur défense. Bon, il y a encore eu plein d'histoires sur ce procès sur ces derniers mois, notamment parce qu'il y a plusieurs des jurés qui ont dit qu'en réalité, ils avaient réussi à se mettre d'accord sur 2 chefs d'accusation. Vous vous souvenez que Karen Reed, elle était poursuivie pour 3 chefs d'accusation, et bien d'après plusieurs membres du jury, en réalité ils s'étaient mis d'accord et ils l'avaient trouvé non coupable pour le meurtre sans préméditation et le délit de fuite après accident mortel. Donc le seul point sur lequel ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, c'est est-ce que c'est un homicide involontaire sous l'influence de l'alcool, et ils étaient pas très contents parce que la juge aurait décidé d'annuler entièrement le procès, et ça a été assez critiqué par la défense et par les partisans de Karen Reed, qui évidemment ont dit que normalement, du coup elle devrait pas être à nouveau poursuivie pour ces 2 chefs d'inculpation là. C'est devenu un débat aux États-Unis d'un délire, mais encore un autre niveau, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des journalistes qui ont très sérieusement chronométré la juge pendant qu'elle faisait le verdict pour savoir combien de temps il se passait entre le moment où elle arrive et le moment où elle s'en va, et savoir si les jurés avaient vraiment eu le temps d'intervenir ou pas. Je crois qu'elle met 36 secondes. Voilà, comme ça vous savez, vous pouvez faire votre propre interprétation. Ont-ils eu le temps de répondre ?
Bon, en tout cas, ce qu'on peut en retenir, c'est que visiblement, pour les jurés, ils ne croient pas que Karen a pu volontairement tuer John O'Keefe. Ce qu'ils savent pas, c'est est-ce que, oui ou non, elle a pu le tuer par accident. Et ça, c'est aussi un point qui a été beaucoup discuté aux États-Unis. C'est pourquoi est-ce que l'accusation a fait modifier les charges? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas poursuivi, vu le peu de preuves en réalité physiques et après les témoignages? Ils ont tous tellement changé que c'est quand même un petit peu compliqué de se baser dessus. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont poursuivi pour homicide involontaire et pas uniquement pour l'accident comme c'était prévu au départ? Et pour beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs, si l'accusation était restée uniquement sur la thèse de l'accident, probablement Karen Read aurait été condamnée. Il y a une remarque qui a été beaucoup partagée aussi autour de toute cette histoire et de cette thèse de l'accident, c'est que tuer quelqu'un en le percutant avec sa voiture, en espérant qu'il tombe juste inconscient, et que ensuite la neige tombe et que cette personne meurt, bon, c'est quand même super spécifique et ça viendrait à l'idée de personne de faire ça volontairement, n'est-ce pas? Et pourtant, moi quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai été vraiment frappée, choquée par les similarités qu'il y a entre l'histoire de Karen Read et une autre affaire qui a eu lieu en 2019 et qui a été jugée en 2023. Et du coup, je me demandais si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo sur cette autre affaire. C'est un procès qui est assez petit, c'est un petit procès de 5 jours, donc je peux vous faire une seule vidéo dessus, si ça vous intéresse, pour pouvoir comparer un petit peu ces histoires. Moi, je vous avoue que je me suis demandé si peut-être ça avait donné des idées à Karen Read. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous tente, écoutez, je vous fais ça dans 15 jours, et la vidéo de la semaine prochaine, ce sera une revue littéraire dans laquelle je vous partagerai les thrillers, les policiers, les romans judiciaires que j'ai lus ces derniers temps. D'ici là, je vous souhaite, je sais pas, plein de bonnes choses, écoutez, plein de bonheur, voilà, je vous souhaite plein de trucs cool, et je vous dis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.